Chapitre 4. L'interrogatoire de Mr. Hardman. Le dernier des voyageurs de première classe, Mr. Hardman, était ce grand Américain rutilant qui s'était assis à table avec l'Italien et le valet de chambre. Il portait un costume à carreaux, une chemise rose, une épingle de cravate étincelante et mâchait quelque chose quand il entra. Sa face massive aux traits vulgaires exprimait la bonhomie. « Bonjour, messieurs. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Vous avez entendu parler du meurtre, monsieur Hardman ?»« Pour sûr. » D'un coup de langue adroit, il déplaça la gomme dans sa bouche. Notre devoir nous oblige à interroger tous les voyageurs. D'accord, c'est le seul moyen d'aboutir. Poirot consulta le passeport ouvert devant lui et lut. Cyrus Bertram Hardman, sujet américain, 41 ans, représentant en ruban de machine à écrire. Ok, c'est bien moi. Vous vous rendez de Stamboul à Paris ? Vous l'avez dit. Le but de ce voyage ? Les affaires. Voyagez-vous d'habitude en première classe, monsieur Hardman ? Oui, monsieur. Ma maison paye mes frais de déplacement, ajouta-t-il en clignant de l'œil. Arrivons à présent aux événements de cette nuit. Que pouvez-vous nous apprendre à ce sujet ? Rien du tout. Quel dommage ! Peut-être nous direz-vous à quoi vous avez occupé votre temps hier soir, après le dîner ? Pour la première fois, l'Américain réfléchit avant de répondre. Excusez-moi, messieurs. Apprenez-moi d'abord qui vous êtes. Poirot fit les présentations. Voici Monsieur Bouc, un des directeurs de la compagnie des wagons-lits, et le docteur Constantine, qui examina la victime. Et vous-même ? Je suis Hercule Poirot, chargé par la compagnie de mener l'enquête. J'ai entendu parler de vous, dit Mr. Hardman. Puis, il ajouta après quelques secondes, « Autant vous parler franchement. » « Je vous le conseille, » prononça Poirot d'un ton sec. « Si seulement je connaissais la moindre chose, je ne me demanderais pas mieux que de vous le dire. Le malheur est que je ne sais rien, et ce qui me désole, c'est que je devrais pouvoir vous renseigner. »« Je vous en prie, monsieur Hardman, arrivez au fait. » Mr. Hardman donna un nouveau coup de langue à la gomme qu'il mâchait, plongea la main droite dans sa poche et, soudain, tout en lui sembla se métamorphoser. Se dépouillant du rôle comique qu'il jouait, il reprenait son aspect naturel. Il dit, prononça les nasales de façon moins déplaisante. « Ce passeport est truqué. Voici ma véritable identité. » Poirot examina la carte que l'Américain venait de lui lancer, et M. Bouc se pencha par-dessus l'épaule de son ami pour lire. « Mr. Cyrus B. Hardman, agence de police privée McNeil, New York. » Poirot connaissait cette agence de détective, une des plus fameuses des États-Unis. « Maintenant, monsieur Hardman, le moment est venu de nous expliquer ce que tout cela signifie. Pour sûr, voici les faits. Venu en Europe pour filer un couple d'escrocs, rien de commun avec cette affaire-ci, je leur mis la main au collet à Stamboul et câblai à mon chef qui m'envoya l'ordre de revenir. Je me préparais à voyager tranquillement jusqu'à New York lorsque je reçus ceci. » Il tendit une lettre à Poirot. « Cher monsieur, j'ai appris que vous appartenez à l'agence Neil. Veuillez avoir l'obligeance de passer me voir à mon appartement à 4 heures cet après-midi. » La lettre
était signé Ratchet et portait l'entête de l'hôtel Tocatlian. Eh bien, je me trouvais au rendez-vous fixé par Mr. Ratchet, qui se mit au courant de la situation et me montra 2 lettres. Croyait-il sa vie menacée ? Il prétendait que non, mais au fond, il avait la frousse. Il me demanda de voyager jusqu'à Paris dans le même train que lui et de veiller à sa sécurité. Eh bien, messieurs, en dépit de ma surveillance, il a été assassiné. Je le déplore de tout mon cœur. Pour moi, cette affaire paraît bigrement mauvaise. Vous avait-il indiqué comment procéder pour le protéger ? Pour sûr, il avait tout préparé. Par malheur, il me fut impossible de prendre le compartiment voisin du sien. Il ne restait que le numéro 16, et encore j'eus toute la peine du monde à l'obtenir. Je soupçonne le contrôleur d'avoir voulu le tenir en réserve. Enfin, passons. En examinant la situation, je constatais qu'après tout, le numéro 16 offrait une position stratégique de premier ordre. En avant du wagon-lit de Stamboul, il n'y avait que le wagon-restaurant et, de ce côté, la porte du couloir, côté du restaurant, était fermée pendant la nuit. Restait la plateforme communicante avec les autres voitures du train. Dans ce cas, mon homme devait passer devant mon compartiment. Vous ne connaissez pas le signalement du meurtrier éventuel ? Pardon, Mr. Ratchet me l'avait décrit. Quoi ? Les 3 hommes se penchèrent vers Hardman qui poursuivit. C'était, me dit-il, un petit brun avec une voix douce, féminine. Du reste, Ratchet ne s'attendait pas à être attaqué la première nuit de voyage, mais la seconde ou la 3e. Il savait donc, observa M. Bouc. Il en savait certainement plus long qu'il n'en a confié à son secrétaire, dit Poirot d'un air pensif. Vous a-t-il appris pourquoi on le menaçait ? Non, il se montra plutôt réticent sur ce point. À mes questions, il répondit seulement que son ennemi voulait sa mort. Un petit homme brun avec une voix de femme, répéta Poirot pensif. Puis, regardant Hardman bien en face, il dit « Naturellement, vous avez identifié l'homme. »« Quel homme ?»« Ratchet. Vous l'aviez reconnu. »« Vous dites ?» Ratchet n'était autre que Cassetti, le meurtrier du bébé Armstrong. Mr. Hardman fit entendre un long sifflement. En voilà une histoire. Ma foi, non, je ne l'avais pas reconnu. Je me trouvais dans l'ouest de l'Amérique à cette époque. J'ai peut-être vu la photographie de Cassetti dans les journaux, mais on reconnaîtrait à peine sa propre mère sur certains clichés de presse. Ce bandit italien devait, en effet, avoir pas mal d'ennemis. Vous souvenez-vous, parmi les gens mêlés au procès Armstrong, d'un personnage qui répondit à ce signalement, petit, brun, et la voix d'une femme ? Hardman réfléchit un instant. Presque tous les membres de la famille Armstrong sont décédés. La domestique qui avait la surveillance du bébé s'est même jetée par la fenêtre. Pour sûr, cette jeune fille était une étrangère, n'est-ce pas ? Mais il ne faut pas s'en tenir à la seule affaire Armstrong. Cassetti s'était bien avant cela spécialisé dans l'enlèvement des enfants. Peut-être, mais nous avons des raisons pour rattacher la mort du bandit à l'affaire Armstrong. Mr. Hardman eut un regard interrogateur. Poirot garda le silence. L'Américain hocha la tête. Je ne vois personne répondant à ce signalement dans l'affaire Armstrong, mais je vous le répète,
Je voyageais loin de New York à cette époque et ne suis pas complètement renseigné. Bien. Continuez votre déposition, monsieur Hardman. Il ne me reste pas grand-chose à ajouter. Je dormais pendant le jour pour veiller la nuit. Hier soir, en ce qui me concerne, tout se passa normalement. J'observais le couloir par l'entrebâillement de ma porte. Personne ne passa. Vous en êtes bien sûr? Absolument sûr. Personne n'est entré par la porte du quai ni par la voiture d'Athènes. Je vous en donne ma parole. De votre poste d'observation, pouviez-vous voir le contrôleur? Pour sûr. Son petit siège se trouve presque à hauteur de ma porte. A-t-il quitté sa place après l'arrêt du train à Vinkovski? Il a répondu à 1 ou 2 coups de sonnette, peu après la panne du train. Ensuite, il a passé devant moi pour se rendre dans l'autre wagon et y demeurer 1/4 d'heure environ. Une sonnette de nuit se mit alors à carillonner et le contrôleur revint en courant. Je sortis dans le couloir pour voir ce qui arrivait. C'était seulement la dame américaine qui protestait contre je ne sais quoi. Le conducteur alla ensuite dans un autre compartiment et apporta une bouteille d'eau minérale à un voyageur. Puis il se rassit dans son coin et au bout d'un moment, il se rendit à l'autre extrémité du wagon pour faire le lit de quelqu'un. Après quoi, il me semble qu'il n'a pas bougé jusqu'à 5 heures ce matin. S'est-il endormi? Je ne puis vous le dire. Poirot ramassa maniacalement sur la table la carte officielle du détective de l'agence Neil. Veuillez, je vous prie, contresigner ce carton, monsieur Hardman. Celui-ci s'exécuta aussitôt. Il n'y a sans doute personne qui soit capable de confirmer votre identité, monsieur Hardman. Dans ce train? Non, pas précisément. À moins que le jeune McQueen ne me reconnaisse. Je l'ai souvent vu dans le bureau de son père à New York, mais je doute qu'il m'ait spécialement remarqué parmi les nombreux autres détectives. Non, monsieur Poirot, il faudra attendre que la neige nous permette de continuer notre chemin pour câbler à New York. Mais vous pouvez être tranquille. Je ne vous ai pas trompé. Au revoir, messieurs. Monsieur Poirot, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Poirot lui offrit une cigarette. Peut-être préférez-vous la pipe? Non, je ne fume pas la pipe. Il prit une cigarette et sortit à grands pas. Les 3 hommes s'entre-regardèrent. Vous le croyez sincère? Demanda le docteur Constantine. Oui, je connais ce genre d'individu. De plus, il sera facile de vérifier son identité. En tout cas, il nous a fourni un renseignement intéressant, dit M. Bouc. Certes. Un petit homme brun à la voix féminine, ajouta M. Bouc, méditatif. Hélas, ce signalement ne se rapporte à aucun des personnes présentes dans ce train, observa Poirot. Chapitre 5. L'interrogatoire de l'Italien. Et maintenant, déclara Poirot avec un sourire malicieux, nous allons réjouir le cœur de M. Bouc en appelant ici l'Italien. Antonio Foscarelli entra dans le wagon-restaurant d'un pas souple et alerte. Son visage de pur latin au teint hâlé par le soleil exprimait la satisfaction. Il parlait couramment le français avec un très léger accent. « Vous vous appelez Antonio Foscarelli ?»« Oui, monsieur. »« Vous êtes, à ce que je vois, naturalisé américain ?»« Oui, monsieur, pour la commodité de mes affaires. »« Vous êtes représentant des automobiles Ford ?»« Oui, alors vous comprenez... »
Suivit un exposé très circonstancié au terme duquel les trois hommes apprirent en détail les méthodes de travail de Foscacciarelli, ses voyages, sa situation financière, son opinion sur les États-Unis et les différents pays européens. Il n'y a été pas besoin de lui arracher les renseignements. Les mots jaillissaient de ses lèvres comme d'une source. Sa figure rayonnait. Il s'épongeait le front avec un mouchoir. Comme vous voyez, je traite d'énormes affaires. Je suis moderne, moi, et je m'y attends pour la vente. Ainsi, vous faites la navette entre l'Amérique et l'Europe depuis une dizaine d'années ? Oui, monsieur. Je me souviens du jour où pour la première fois je pris le paquebot pour aller aux États-Unis. C'est si loin. Ma mère, ma petite sœur. Poirot coupa court à ses souvenirs familiaux. Durant vos séjours en Amérique, avez-vous rencontré l'homme qui a été tué cette nuit ? Jamais. Oh, je connais cette sorte de type. L'air respectable, toujours tiré à quatre épingles, mais tout cela n'est que de la surface. D'après mon expérience, sans le connaître, je tiens cet individu-là pour une canaille. Je vous donne mon opinion pour ce qu'elle vaut. Elle est tout à fait juste, dit Poirot sèchement. Ratchet était Cassetti, le ravisseur d'enfants. Je le savais bien. Je suis devenu de première force pour lire le caractère des gens d'après leur physionomie. Dans le commerce, c'est une qualité indispensable. Parlez-moi de l'Amérique. C'est là seulement qu'on sait dresser un bon vendeur. Vous souvenez-vous de l'affaire Armstrong ? Pas très bien. Il s'agissait d'un enfant, d'une petite fille, n'est-ce pas ? Oui, un crime horrible. L'Italien semblait être la première personne à ne pas partager cette sévérité d'appréciation. Oh, ma foi, ces événements arrivent couramment dans le grand pays civilisé tel que l'Amérique. Poirot l'interrompit. Avez-vous jamais rencontré un membre quelconque de la famille Armstrong ? Non, je ne crois pas. Mais je vois tant de clients. Tenez, je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière seulement, j'ai vendu... Monsieur, je vous en prie, ne nous égarons pas. La main de l'Italien se leva dans un geste d'excuse. 1000 pardons, monsieur. Veuillez me dire ce que vous avez fait hier après-midi. Volontiers. Je m'attardais ici le plus longtemps possible à bavarder avec l'Américain assis à ma table, un représentant en ruban de machine à écrire. Ensuite, j'allais dans mon compartiment. Il était vide. Le misérable John Bull, qui l'occupe avec moi, s'était rendu auprès de son maître. Enfin, il revint avec sa figure d'empaillé. Impossible de lui arracher d'autres paroles que oui ou non. Quelle race antipathique, ces Anglais! Assis dans un coin, raide comme la justice, il lisait quand le contrôleur vint préparer nos lits. Les numéros 4 et 5, dit Poirot. C'est ceux-là même, le dernier compartiment. Je montais dans ma couchette, celle du dessus, et je fumais en lisant. Mon anglais souffrant, paraît-il, d'une rage de dents, employa un calmant qui sentait très fort. Il se coucha et se mit à gémir. Peu après, je m'endormis, mais chaque fois que je me éveillais, je l'entendais se plaindre. Savez-vous s'il est sorti du compartiment au cours de la nuit ? Je ne crois pas. Je m'en serais aperçu. La lumière du couloir vous éveille automatiquement en vous faisant songer à une visite de la douane. Vous a-t-il parlé de son maître ?
a-t-il montré quelques animosités contre lui? Je vous ai déjà dit qu'il ne parlait pas plus qu'une carpe. Vous fumez, avez-vous dit? La pipe, la cigarette ou le cigare? Des cigares seulement. Poirot lui offrit une qu'il accepta. Avez-vous déjà été à Chicago? Demanda M. Bouc. Oh oui, une ville superbe, mais je connais davantage New York, Washington et Détroit. Et vous, avez-vous été en Amérique? Non? Je vous conseille d'y aller, vous... Poirot avança une feuille de papier à l'Italien. Veuillez inscrire vos noms et résidences habituelles au bas de ce papier. L'Italien écrivit avec de grandes paraphes, puis il se leva toujours aussi souriant. Est-ce tout? Vous n'avez plus besoin de moi? Au revoir, messieurs. J'espère que la neige ne nous retiendra pas ici trop longtemps. On m'attend à Milan. Je risque de perdre cette affaire. Il disparut. Poirot regarda M. Bouc. Cet homme a longtemps vécu en Amérique, dit celui-ci. Les Italiens sont de fiefs menteurs et ils jouent facilement du couteau. Je déteste les Italiens. Cela se voit, observa Poirot en souriant. Toutefois, permettez-moi de vous faire remarquer que nous ne possédons pas la moindre preuve accusatrice contre cet Italien-là. Alors, que faites-vous de la psychologie des races? L'Italien ne frappe-t-il pas son ennemi à coups de poignard? Évidemment, mais surtout dans la violence d'une querelle, répliqua Poirot. Or, ce crime me semble avoir été préparé de longue date et avec maintes précautions. Pour moi, il ne s'agit point ici d'un meurtre commis par un latin. J'y découvre les traces d'une froide préméditation, d'un esprit anglo-saxon. Il prit les derniers passeports et ajouta: Voyons à présent Miss Mary Debenham. Chapitre 6. L'interrogatoire de Miss Debenham. Vêtue d'un tailleur agrémenté d'un gilet de soie grise, les ondulations de sa sombre chevelure, aussi régulières et nettes que ses mouvements, Mary Debenham entra. Elle s'assit devant Poirot. « Vous êtes bien Miss Mary Hermione Debenham, âgée de 26 ans, n'est-ce pas? »« Oui. »« Anglaise? »« Oui. »« Mademoiselle, voulez-vous avoir l'obligeance d'inscrire votre nom et votre adresse en Angleterre sur cette feuille de papier? » Elle le fit aussitôt d'une écriture énergique et claire. « À présent, mademoiselle, veuillez me dire ce que vous savez du crime de cette nuit. »« Je suis incapable de vous apprendre quoi que ce soit. Je me suis couchée et j'ai dormi aussitôt. »« Ce meurtre commis dans le train vous cause-t-il quelque chagrin ?» À cette question inattendue, la jeune fille eut dans ses yeux gris un regard étonné. « Je ne saisis pas bien ce que vous me demandez. »« C'est pourtant bien simple, mademoiselle. Je répète, ce meurtre commis dans le train vous a-t-il attristé? » Je n'ai pas encore considéré l'événement de ce point de vue. De fait, je puis dire qu'il ne me touche pas le moins du monde. Un assassinat, pour vous, se réduit à un fait divers. Évidemment, il est désagréable de voyager dans un train où un meurtre a été commis, dit Mary Debenham d'une voix calme. Vous êtes bien anglo-saxonne, mademoiselle, d'une indifférence à toute épreuve. Elle esquissa un sourire. Je ne juge point indispensable d'éclater en sanglots pour démontrer ma sensibilité. Ne meurt-il pas des gens tous les jours?
La mort est chose commune, le meurtre est un peu plus rare. J'en conviens. Vous ne connaissiez pas l'homme qui a été assassiné ? Je l'ai vu hier pour la première fois au déjeuner. Et quelle impression vous a-t-il faite ? Je l'ai à peine remarqué. Ne vous a-t-il pas produit l'effet d'un honnête homme ? Elle haussa légèrement les épaules. Je ne l'ai pas suffisamment observé pour être à même d'émettre sur lui la moindre opinion. Poirot dévisagea la jeune fille. Mademoiselle, vous ne semblez pas, à ce que je vois, approuver la façon dont je conduis mon interrogatoire. Vous pensez sans doute qu'un Anglais s'y prendrait autrement, irait droit au but, poserait sèchement les questions nécessaires et s'entendrait qu'aux faits. Moi, juste de petits détours. J'étudie le témoin et, après m'être formé un jugement sur lui, je l'interroge en conséquence. Tenez, il y a une minute, j'avais devant moi une personnage très loquace qui prétendait développer ses idées sur divers sujets. À celui-là, j'ai demandé de répondre oui ou non à mes questions. Vous lui succédez. Aussitôt, je vois que j'ai affaire à une personne calme et ordonnée qui répond brièvement à mes interrogations. Alors, voyez un peu la perversité de l'humaine nature, je m'applique à vous faire exprimer vos émotions, vos pensées. Cette méthode vous déplaît ? Si vous désirez mon opinion franche, je vois dans votre façon d'agir une perte de temps. De savoir si oui ou non j'estimais Mr. Ratchet ne hâtera pas d'une seconde la solution du mystère. Savez-vous qui était réellement Ratchet, mademoiselle ? Mrs. Hubbard l'a raconté à qui voulait l'entendre. Et que dites-vous de l'affaire Armstrong ? Je trouve ce crime odieux. Poirot regarda la jeune fille d'un air songeur. Vous venez de Bagdad, il me semble, Miss Debenham ? Oui. Vous allez à Londres ? Oui. Que faisiez-vous à Bagdad ? J'étais gouvernante de 2 enfants. Reprendrez-vous votre situation après vos vacances ? Il est probable que non. Pourquoi ? Bagdad est trop loin. J'essayerai de trouver une place acceptable à Londres. Je croyais que vous alliez vous marier. Miss Debenham ne répondit pas. Elle regarda Poirot bien en face, d'un air qui semblait dire « Vous êtes un impertinent ». Que pensez-vous de la dame avec qui vous partagez votre compartiment, Miss Olson ? C'est une excellente personne, très simple. De quelle couleur est sa robe de chambre ? Marie Debenham parut interloquée. Elle porte un peignoir en lainage marron. Ah ! J'espère que vous ne me taxez pas d'indiscrétion si j'ai remarqué à Stamboul la couleur de votre robe de chambre, mauve pâle, n'est-ce pas ? Oui. Avez-vous une autre robe de chambre, mademoiselle, de couleur rouge vif ? Non, celle-là n'est pas à moi. Poirot se pencha en avant. Ses yeux semblaient ceux d'un chat. À qui donc ? La jeune fille recula, effarée. Je l'ignore. Où voulez-vous en venir ? Au lieu de répondre « Non, je ne possède pas de robe de chambre de cette couleur », vous venez de me dire « Celle-là n'est pas à moi ». Autrement dit, elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est la vérité ? À une autre voyageuse ? Oui. À qui ? Je viens de vous répondre que je n'en sais rien. Je me réveillais ce matin avec l'impression que le train était resté depuis longtemps immobile. J'ouvris la porte et regardais dans le couloir lorsque je vis à l'autre bout une personne portant une robe de chambre rouge.
Et vous ne savez pas qui c'était? Avait-elle les cheveux blonds, noirs ou gris? Je ne sais. Elle avait une coiffure de nuit et je ne l'ai aperçue que de dos. Était-elle grande ou petite? Plutôt mince et élancée. Toutefois, il m'est difficile de rien affirmer. La robe de chambre était garnie de dragons brodés. Oui, oui, c'est bien cela. Poirot demeura un instant silencieux, puis il murmura. Je n'y comprends plus rien. Tout s'embrouille. Relevant la tête, il dit à Miss Debenham. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mademoiselle. Ah? Elle parut étonnée, mais se leva promptement. Au moment de franchir la porte, elle revint sur ses pas. La demoiselle suédoise, Miss Olson, paraît fort ennuyée. Vous lui avez dit qu'elle était la dernière personne ayant vu la victime vivante et elle s'imagine que vous la soupçonnez. Me permettez-vous de la rassurer? La pauvre femme ne ferait pas de mal à une mouche, ajouta-t-elle en souriant. À quelle heure est-elle allée chercher de l'aspirine chez Mrs. Hubbard? Peu après 10h30. Combien de temps demeura-t-elle absente? 5 minutes environ. A-t-elle encore quitté le compartiment au cours de la nuit? Non. Poirot se tourna vers le docteur. Ratchet aurait-il pu être tué si tôt? Le docteur secoua la tête négativement. En ce cas, tranquillisez votre amie, mademoiselle. Merci. Miss Debenham sourit encore et ajouta. Cette malheureuse créature ressemble à une brebis apeurée. Elle s'effraie d'un rien et ne cesse de gémir. Miss Debenham sortit. Chapitre 7. L'interrogatoire de la femme de chambre allemande. Mon vieux, dit M. Bouc à son ami, cette fois, je ne vous comprends pas. À quoi rime tout cela? Je cherchais à découvrir un défaut. Un défaut? Oui, dans l'armure de cette jeune fille. J'essayais d'ébranler son sang-froid. Je ne sais si j'ai réussi. Mais elle était loin de s'attendre aux questions que je lui ai posées. Vous la soupçonnez? Demanda M. Bouc. Pourquoi? Elle me semble charmante, incapable d'être mêlée à un crime pareil. Tel est également mon avis, dit le docteur Constantine. Une personne aussi froide et aussi maîtresse de ses nerfs, au lieu de tuer un homme, le poursuivrait devant les tribunaux. Poirot soupira. Il faudrait tout d'abord éloigner de vous l'idée tenace que ce crime a été commis sous l'effet d'une colère subite. Quant à Miss Debenham, j'ai 2 raisons de la suspecter. La première, c'est que j'ai surpris une conversation entre elle et le colonel Arbuthnot. Il leur répéta les phrases étranges entendues par lui après le départ d'Alep. Cette coïncidence est pour le moins bizarre et exige des explications, déclara M. Bouc. Tout laisserait supposer qu'ils sont complices, elle et le colonel. Précisément, mais les faits ne le confirment pas du tout. En effet, si ces gens-là étaient complices, on s'attendrait à ce que chacun d'eux prouvât l'alibi de l'autre. Or, qu'arrive-t-il? L'alibi de Miss Debenham est défendu par une Suédoise qu'elle n'avait jamais vue et celui du colonel est soutenu par McQueen, le secrétaire de la victime. Cette solution serait vraiment trop simple. Vous annonciez 2 raisons, lui rappela M. Bouc. Oui, mais l'autre n'est qu'une raison psychologique.
Ce crime a certainement été conçu et préparé par un cerveau intelligent, lucide et calme. Miss Debenham possède ces qualités. Vous faites fausse route, je crois. Cette jeune Anglaise n'a rien d'une meurtrière. Passons au dernier nom de notre liste, dit Poirot. Hildegarde Schmidt, femme de chambre. Le maître d'hôtel alla quérir Hildegarde Schmidt, qui entra dans le wagon-restaurant et attendit dans une attitude respectueuse. Poirot l'invita à s'asseoir. Les mains jointes sur les genoux, elle paraissait placide et éminemment honnête, sinon très intelligente. La façon d'opérer de Poirot envers Hildegarde Schmidt différa totalement de celle qu'il avait employée à l'égard de Marie Debenham. Aimable et jovial, il s'efforça de la mettre à l'aise. Ayant obtenu qu'elle écrivît son nom et son adresse, il la questionna sans l'effaroucher et en employant sa langue. Nous désirons connaître des détails sur l'événement de cette nuit. Évidemment, nous ne vous demandons pas de nous renseigner sur le crime en lui-même, mais il se peut que vous ayez entendu ou vu certaines choses qui n'offrent aucun intérêt à vos yeux et qui, pour nous, présentent une grande importance. Comprenez-vous ? Elle n'en avait pas l'air. Sa figure large et bonasse conserva son expression hébétée lorsqu'elle répondit. « Je sais rien du tout, monsieur. » Voyons, vous vous souvenez que votre maîtresse vous a fait appeler cette nuit ? Ah, pour ça, oui, monsieur. Vers quelle heure ? Ah, je ne sais pas. Je dormais quand l'employé est venu m'appeler. Vous appelle-t-on parfois ainsi la nuit ? Assez souvent. Madame la princesse a fréquemment besoin de mes services la nuit. Elle dort très peu. Donc, dès qu'on vous a envoyé chercher, vous vous êtes levé. Avez-vous passé une robe de chambre ? Non, monsieur, je me suis habillée. Je n'oserais me présenter en robe de chambre devant son Altesse. Pourtant, elle est très jolie, votre robe de chambre. En soie rouge, n'est-ce pas ? Excusez-moi, monsieur, elle est en flanelle bleu foncé. Ah, bien. Continuez, je vous prie. Pardonnez-moi cette petite plaisanterie. Vous êtes donc allé chez Madame la princesse. Qu'avez-vous fait une fois là ? Je la massais, monsieur, puis je lus à haute voix. Je suis une piètre lectrice, mais son Altesse estime que cela n'en vaut que mieux. Elle s'endort plus vite. Se sentant gagnée par le sommeil, elle me congédia. Savez-vous quelle heure il était ? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Combien de temps êtes-vous resté auprès de la princesse ? Une demi-heure environ, monsieur. Et ensuite ? Comme la princesse avait froid, malgré le chauffage, j'allais prendre une couverture parmi les bagages dans mon compartiment et j'en revins l'en couvrir. Elle me souhaita une bonne nuit. Je lui versai un peu d'eau minérale, fermai la lumière et m'en allai. Et puis, c'est tout, monsieur. Je me remis au lit et m'endormis. N'avez-vous rencontré personne dans le couloir ? Non, monsieur, personne. Vous n'auriez point, par hasard, aperçu une dame portant un peignoir rouge avec des dragons brodés dessus ? L'Allemande roula de gros yeux. Ma foi, non, monsieur. Il n'y avait personne dans le couloir, sauf l'employé. Tout le monde dormait. Vous avez vu le contrôleur ? Oui, monsieur. Que faisait-il ? Il sortait d'un compartiment, monsieur. Duquel ? Demanda monsieur Bouc brusquement. Hildegarde Schmidt parut effrayée et Poirot lança un coup d'œil chargé de reproches à son ami. Évidemment, dit-il, le contrôleur va répondre au coup de sonnette des voyageurs. Vous souvenez-vous de quel compartiment venait-il ?
vers le milieu du wagon, il me semble, monsieur, à 2 ou 3 portes de celui de Madame la Princesse. »« Ah, je vous en prie, rappelez-vous bien tous les détails de ce qui se passa. »« Il m'a bousculé, monsieur. À cet instant, je portais la couverture à la princesse. »« Il sortait d'un compartiment et vous bouscula ? » ?»« Dans quelle direction allait-il ? » ?»« Il venait de mon côté, monsieur. Il m'adressa quelques mots d'excuse et continua son chemin vers le wagon-restaurant. À ce moment, on entendit une sonnerie, mais je ne crois pas qu'il y ait répondu. » Elle fit une pause pour réfléchir. « Je ne comprends pas comment il se fait. » Poirot prit un ton conciliant. « S'il lui fallait courir chaque fois qu'on le sonne, il n'y suffirait pas. Ce pauvre contrôleur a été tellement dérangé cette nuit. Vous éveiller, répondre à ses coups de sonnette. »« Ce n'est pas celui-là qui m'a éveillé, monsieur. C'était un autre. »« Ah ? Bah ? Un autre ? L'aviez-vous déjà vu ? » ?»« Non, monsieur. »« Croyez-vous pouvoir le reconnaître ? » ?»« Il me semble que oui, monsieur. » Poirot murmura quelques mots à l'oreille de Monsieur Bouc. Celui-ci se leva et alla à la porte pour donner un ordre. Poirot continua l'interrogatoire sur le même ton cordial. « Avez-vous été en Amérique, Frau Schmidt ? » ?»« Jamais, monsieur. Ce doit être un beau pays. » »« On vous a sans doute appris que l'homme assassiné cette nuit était coupable d'avoir tué un enfant ? » ?»« En effet, monsieur, je le sais. C'est un crime affreux, abominable. Le bon Dieu ne devrait pas permettre de telle infamie. On ne voit pas de gens aussi cruels dans mon pays. » Des larmes jaillirent des yeux de cette Allemande au cœur sensible. « En effet, ce crime est horrible, » appuya Poirot d'une voix grave. Il tira de sa poche un petit chiffon de batiste et le lui tendit. « Ce mouchoir est-il à vous, Frau Hildegard Schmidt ?» La femme l'examina en silence. Au bout d'une minute, elle leva la tête, le visage légèrement empourpré. « Non, monsieur, ce mouchoir ne m'appartient pas. »« Il est marqué d'un H. C'est pourquoi je pensais qu'il était à vous. »« Ah, monsieur, ce joli mouchoir ne peut appartenir qu'à une personne riche. Il est brodé à la main et on a dû l'acheter à Paris. »« Alors, vous ne savez pas qui est sa propriétaire ? » ?»« Moi ? Pas du tout, monsieur. » Des 3 hommes présents, seul Poirot saisit la légère hésitation d'Hildegard Schmidt. Monsieur Bouc glissa quelques mots à l'oreille de Poirot. « Les 3 contrôleurs des wagons-lits vont venir, » annonça le détective à Frau Schmidt. « Je vous prierai de me dire lequel vous avez vu cette nuit au moment où vous apportiez une couverture à la princesse. » Les 3 employés entrèrent, Pierre Michel en tête, puis le grand blond du Sleeping Athènes Paris et le gros gaillard de la voiture de Bucarest. Hildegard Schmidt les regarda tour à tour, puis hocha la tête. « Non, monsieur, je ne reconnais pas l'homme que j'ai vu cette nuit. » « Pourtant, ce sont les seuls contrôleurs du train. Voyons, rassemblez vos souvenirs. Vous faites certainement erreur. Je vous jure, monsieur, que ce n'est aucun d'eux. Tous 3 sont grands et forts, alors que l'autre était un petit brun avec un bout de moustache. Lorsqu'il s'excusa, je remarquai nettement sa voix douce, une voix de femme. Je m'en souviens parfaitement, monsieur. Chapitre 8. Résumé de l'enquête. Un petit homme brun à la voix de femme, répéta Monsieur Bouc. Les 3 contrôleurs et Hildegard Schmidt venaient de quitter le wagon-restaurant. Monsieur Bouc fit un geste de découragement. « Je n'y comprends rien, rien de rien. Cet ennemi dont parlait Ratchet se trouvait donc dans le train ? Où a-t-il passé ?
S'est-il évanoui en fumée? J'y perds la tête. Voyons, mon ami, parlez, dites quelque chose. Montrez-nous que l'impossible peut devenir possible. Voilà une excellente phrase, dit Poirot. L'impossible ne peut se produire, donc l'impossible doit devenir possible malgré les apparences. Alors, expliquez-moi vite ce qui s'est passé cette nuit dans le train. Je ne suis pas un sorcier, mon cher. Vous me voyez aussi perplexe que vous-même. Cette affaire avance de façon bizarre. Elle n'avance pas du tout. Nous piétinons sur place. Comment? Ne possédons-nous pas le déposition des voyageurs? Elle ne nous apporte rien d'utile. Je ne partage pas votre avis. J'exagère peut-être. L'Américain Hardman et la femme de chambre allemande ont enrichi nos connaissances. Allez-vous dire? Eh bien, moi je prétends qu'ils ont encore compliqué l'affaire. Non, non et non. Alors parlez, supplia M. Bouc. Nous écoutons l'oracle. Ne vous ai-je pas dit, voilà un instant, que j'étais moi-même très perplexe? Mais, du moins, nous pouvons tabler sur des faits, les examiner et les classer avec ordre et méthode. Je vous en prie, continuez, implora le docteur Constantine. Poirot s'éclaircit la gorge et rangea les papiers étalés devant lui sur la table. Revoyons les faits comme ils se présentent en ce moment. Tout d'abord, la victime, Ratchet, alias Cassetti, frappé de 12 coups de couteau, meurt cette nuit. Voilà un fait tangible. Je vous l'accorde, mon ami, acquiesça M. Bouc avec une certaine ironie. Sans se démonter pour si peu, Hercule Poirot reprit. Je négligerai certains détails que le docteur Constantine et moi avons remarqués et sur lesquels nous reviendrons en temps voulu. La seconde question, par ordre d'importance, est, selon moi, l'heure du crime. Nous la connaissons, affirma M. Bouc. Tout s'accorde à démontrer que le crime a été commis ce matin à 1h15. Pardon, ne précipitons rien. Il y a, je le reconnais, plusieurs choses qui viennent corroborer votre assertion. Ah, vous l'admettez tout de même. Sans tenir compte de cette interruption, Poirot continua. 3 hypothèses s'offrent à nous. Numéro 1, le crime a été commis, comme nous le supposons, à 1h15. Cela est confirmé par la déposition de Mrs. Hubbard, par celle d'Hildegard Schmidt et enfin par le témoignage du docteur Constantine. Numéro 2, le crime a été commis plus tard et les aiguilles de la montre ont été déplacées intentionnellement. Numéro 3, le crime a été commis plus tôt et l'heure modifiée à la montre, comme dans l'hypothèse numéro 2, dans le dessein d'embrouiller l'enquête. Si nous admettons la première hypothèse comme la plus vraisemblable, nous devons accepter les conséquences qui en découlent. Si le meurtre a été perpétré à 1h15, l'assassin n'a pu quitter le train. Alors, où se trouve-t-il? Et qui est-il? Examinons sérieusement les faits. L'existence de l'individu petit et brun, à la voix féminine, nous est une première fois révélée par Hardman. Celui-ci prétend que Ratchet lui a parlé de cet homme en lui demandant protection. Mais devons-nous ajouter foi à ce que dit Hardman? Est-il réellement un détective d'une importante agence de police new-yorkaise? À mon sens, ce qui rend cette affaire des plus passionnantes est l'absence des facilités que procure d'ordinaire la police. Dans l'impossibilité où nous sommes de vérifier l'identité d'aucun des voyageurs,
force nous est de déployer à tout instant notre perspicacité et notre jugement. Tout d'abord, je me dis, Hardman voyage avec un faux passeport, ce qui le rend suspect. Dès que la police entrera en jeu, elle enverra un câble pour s'assurer si les explications de Hardman sur son identité sont véridiques. Ainsi, vous le déchargez de tout soupçon ? Nullement. Un détective américain peut avoir ses raisons pour tuer Ratchet. Je veux dire que nous pouvons admettre comme probablement vrai le fait que Ratchet ait engagé Hardman pour le protéger. Le portrait que donne Hildegard Schmidt de l'homme en uniforme de contrôleur des wagons-lits correspond au signalement fourni par Ratchet à Hardman. La découverte du bouton par Mrs. Hubbard dans son compartiment vient confirmer ces deux dépositions. Et, je ne sais si vous l'avez remarqué, il existe d'autres témoignages à l'appui de ces déclarations. Lesquels ? Celui du colonel Arbuthnot et d'Hector McQueen. Tous deux ont affirmé que le contrôleur avait passé devant leur compartiment. Ils n'attachent aucune importance à ce détail. Or, remarquez, messieurs, que suivant la déposition du contrôleur Pierre Michel lui-même, en aucune des circonstances où il a quitté son siège, il ne s'est rendu à l'autre extrémité du wagon où se trouvaient Arbuthnot et McQueen. L'histoire du petit homme brun, à la voix de femme et vêtu d'un uniforme des wagons-lits, repose donc, directement ou indirectement, sur le témoignage de 4 personnes. Pardon, un léger détail me chiffonne, observa le docteur Constantine. Si le récit d'Hildegard Schmidt est exact, comment expliquer que le contrôleur n'ait pas vu que cette personne lorsqu'il vint répondre au coup de sonnette de Mrs. Hubbard ? Rien de plus facile. Quand il arriva pour répondre à Mrs. Hubbard, la femme de chambre se trouvait déjà auprès de sa maîtresse, et lorsqu'elle retourna vers son propre compartiment, le contrôleur était chez Mrs. Hubbard. Monsieur Bouc attendait impatiemment le moment de soumettre à Poirot une question difficile. « J'admire votre façon prudente de procéder point par point, mais vous ne touchez pas encore au but. Puisque nous sommes tous d'accord sur l'existence du personnage, j'aimerais savoir où il est passé. » Poirot secoua la tête énergiquement. « Vous mettez la charrue avant les bœufs, mon cher. Avant de demander où est cet homme, je me pose cette autre question. Cet homme existe-t-il ? Si cet individu n'était qu'une invention, comment il serait aisé de le faire disparaître ? Toutefois, j'essaye d'établir qu'il existe en chair et en os. Et y étant parvenu, vous cherchez à savoir où il se dissimule à présent ? Mon cher, de 2 choses l'une. Ou il est dans le train, au fond d'une cachette si ingénieuse que nous ne réussirons pas à le dénicher, ou bien il possède une double personnalité. L'assassin redouté de Mr. Ratchet est un voyageur si bien déguisé que Ratchet lui-même ne l'a pas reconnu. « Ça, c'est une idée !» s'exclama Monsieur Bouc, le visage radieux. Mais bientôt ses traits s'assombrirent. « J'y découvre malheureusement un point faible. » « La taille du quidam », se hâta de dire Poirot. « C'est là votre objection, n'est-ce pas ? À part le domestique de Mr. Ratchet, les autres voyageurs sont plutôt grands et forts. L'Italien, le colonel Arbuthnot, Hector McQueen, le comte Andrény. Et souvenez-vous de la voix de femme. Il s'agit peut-être d'une femme déguisée en homme. Vêtue d'habits masculins, une grande femme paraît petite. Ratchet l'aurait su. Qui vous dit qu'il l'ignorait ? Si cette femme s'était déjà habillée en homme pour atteindre plus facilement son but,
Ratchet, craignant qu'elle n'usât du même stratagème, avait prévenu Hardman qu'un homme devait attenter à ses jours, sans omettre de spécifier, un homme avec une voix de femme. « C'est encore possible, » dit M. Bouc. « Toutefois, écoutez, mon ami, je vais vous révéler à présent certaines constatations bizarres relevées par le docteur Constantine. » Et il lui fit part des conclusions auxquelles la nature des blessures de la victime les avait amenés, lui, le docteur. M. Bouc émit un grognement d'incrédulité. « Oh, je vous comprends, cette fois !» s'écria Poirot avec commisération. « La tête vous tourne, n'est-ce pas ? Votre imagination vous travaille trop, mon cher Poirot. Évidemment, mon hypothèse paraît absurde, irréelle, et pourtant, mon ami, les faits sont là. C'est de la pure fantaisie, n'est-ce pas ? Parfois, je suis tentée de me dire que je complique à souhait les choses les plus simples. Cependant, 2 assassins dans l'Orient Express ? Gémit M. Bouc. Il en aurait pleuré d'indignation. Maintenant, pénétrons davantage dans le domaine de la fantaisie, dit Poirot gaiement. La nuit dernière, 2 mystérieux personnages voyagent dans ce train, le contrôleur répondant au signalement fourni par Mr. Hardman et qui a été vu par Hildegard Schmidt, le colonel Arbuthnot et Mr. McQueen. Puis une femme grande et mince, vêtue d'une robe de chambre rouge et qui a été vue par Pierre Michel, Miss Debenham, Mr. McQueen et moi-même. Et, si j'ose m'exprimer ainsi, senti par le colonel Arbuthnot. Qui était cette femme ? Celle-là aussi a disparu comme par enchantement. Aucune des voyageuses ne se reconnaît la propriétaire de ce vêtement rouge. Ne formait-elle qu'une seule et même personne avec le faux contrôleur du wagon-lit ? Où sont passés ces 2 personnages ? Et, accessoirement, où se trouve à l'heure actuelle l'uniforme des wagons-lits et le peignoir rouge ? Ah ! Voilà enfin quelque chose de sensé ! S'écria M. Bouc, en se levant. Fouillons les bagages de tous les voyageurs. Poirot quitta également son siège. Je vais vous faire une prédiction. Vous savez où se cachent ces vêtements ? J'en ai une vague idée. Nous vous écoutons. Vous découvrirez le peignoir rouge dans les bagages d'un homme et l'uniforme des wagons-lits dans la valise de Hildegard Schmidt. Hildegard Schmidt ? Vous croyez donc ? Non, ce n'est pas ce que vous supposez. Suivez-moi bien. Si Hildegard Schmidt est coupable, l'uniforme se découvrira peut-être dans ses bagages, mais si elle est innocente, il y sera certainement. Mais voyons, M. Bouc s'interrompit. Quels sont ces cris ? Ajouta-t-il. On dirait quelqu'un qu'on égorge. Une femme poussait des cris perçants dans le couloir. La porte du wagon-restaurant s'ouvrit toute grande et Mrs. Hubbard entra en trombe. Elle hurlait. « Quelle horreur ! C'est affreux ! Un grand couteau dans mon sac à éponge ! Dans mon sac à éponge ! Un grand couteau, couvert de sang !» Et tombant en avant, elle s'évanouit sur l'épaule de M. Bouc.